Bonjour, donc on enchaîne rapidement, bravo et merci d'être tous à nouveau là. On a eu ce matin un premier éclairage avec Philippe Danimal, un éclairage que j'oserais qualifier de gestionnaire au sens noble du terme de gestion sur l'articulation qualif-rémunération. L'articulation entre les postes, l'activité, les personnes, entre le fixe et le variable, entre le collectif et l'individuel. On a eu une table ronde ce matin sur les pratiques et on a eu le temps de revenir sur les statistiques. Bref, ça se présente comment du point de vue des résultats observables statistiquement. La question qui nous est posée au travers de la rémunération, de la classification, de la qualification, est celle au fond des leviers pour les managers, des leviers pour les salariés et bien sûr aussi des leviers pour les organisations syndicales. Alors en face de cette recherche et de cette exigence de participer, de jouer le jeu, d'intervenir, de concerter, de négocier, on entend bien sûr du côté des entreprises toute une série d'arguments. Des arguments qui renvoient à des grands machins. La mondialisation, qu'est-ce que vous voulez mon pauvre monsieur, c'est la faute à la mondialisation. La financiarisation, pensez donc, vous voyez bien, on peut pas grand-chose, il y a la financiarisation. C'est la crise. Alors on se pose effectivement avec un certain courage à l'ODC, et j'en suis fier, cette question de l'articulation qualif, classif, rému, mais aussi jeu individuel et jeu collectif, à un moment où quelque part l'environnement paraît relativement fermé, ou en tout cas lourd. Alors, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'on a demandé à essayer d'y voir un peu plus clair en s'adossant au travail et à l'expertise de Renaud Dutertre. Il est maître de conférences en économie à l'université Paris Diderot, Paris 7, mais c'est aussi un ancien chercheur de l'IRES, mais c'est aussi un ancien expert du CAS, qu'autrefois on appelait le commissariat au plan, et c'est un macroéconomiste, j'en dirai pas plus, ne serait-ce que parce que je suis pas bien compétent, mais nous lui avons demandé de nous aider, au fond, pas à tenir une thèse, pas forcément à proposer, c'est pas son rôle, et puis, j'allais dire, c'est pas forcément la posture, mais de nous aider à comprendre, ce qui se joue au-delà des entreprises, ce qui se joue même au-delà de l'environnement national, puisque il n'y a pas que, vous voyez, il y a la France, mais la France est un tout petit pays à l'intérieur d'une région qu'on appelle l'Europe, et qui, comme on le sait, n'est pas non plus complètement organisée, pas complètement en ligne. Et ça a une influence. Ça nous concerne. Ça fait partie du jeu. Alors, on reviendra sur les marges de manœuvre, on reviendra sur la question de savoir qu'est-ce qu'on peut y faire. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire en comprenant un peu mieux comment ça se joue autour de nous, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue d'enjeux effectivement lié à la mondialisation, à la financiarisation, lié à la mutation, à l'évolution du capitalisme tel qu'il se présente aujourd'hui, pour comprendre en particulier comment ça se joue aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la fameuse répartition de la valeur produite par nos systèmes économiques entre la rémunération du capital et la rémunération du travail, entre les dividendes, les profits et les investissements, c'est pas la même chose, mais également les revenus, bien sûr, les revenus du travail. Comment ça se joue de manière sur la durée, mais également comment ça se joue de manière différenciée selon que l'on a le point de vue essentiellement français, mais également comparatif au moins avec peut-être l'Allemagne, peut-être les États-Unis, qui sont deux espaces de référence pour nous. Voilà, une intervention pour prendre du champ, de la hauteur et revenir ensuite à nos sujets, avec Renaud maintenant, si tu veux bien, pour une petite demi-heure, et en fonction du temps que tu nous laisseras, quelques questions de la salle. Merci. Bon, merci d'être là. Je suis très très content, mais je dois dire que j'étais un petit peu inquiet ce matin, parce que je vois bien que c'est assez compliqué de passer des situations de travail aux rémunérations. Alors, y ajouter la question du prix du capital, ça m'a paru, alors pas seulement haut,
mais ça m'a paru lourd. Alors je vais essayer de ne pas être trop lourd. J'ai été quand même rassuré par deux choses qui se sont passées ce matin. C'est que dans la discussion, dans la table ronde, on a bien vu que la question de la hiérarchie des rémunérations était une question absolument centrale, et c'est un des points sur lesquels je vais énormément insister. Et puis, deuxièmement, j'ai été aussi rassuré par l'exposé de Frédéric Nortier, parce que j'ai vu que vous aviez été extrêmement patient, extrêmement gentil de regarder des schémas qui sont quand même assez complexes, et j'espère que les miens ne seront pas plus complexes. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite, oui, pour vous présenter donc mon exposé. Alors je vais commencer juste par indiquer en quoi il y a eu une rupture absolument fondamentale qui s'est opérée dans le capitalisme. J'ai changé mon titre, c'est pas à l'ère du néolibéralisme, c'est à l'ère du capitalisme néolibéral. Ce qui m'intéresse, c'est le capitalisme, et en tant qu'économiste, et pas la politique néolibérale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé à partir du milieu des années 80, et notamment dans le système économique, macroéconomique, et notamment dans la question de la formation des revenus. Après, à partir de là, je vais vous proposer 4 slides sur 2 registres différents. Ça va faire 8 au total, 2 fois 4. Bon, tout d'abord, une approche d'ordre macroéconomique pour essayer de comprendre comment on peut repérer, d'un point de vue macroéconomique, le poids de la finance. Et en quoi est-ce que ça peut jouer sur la répartition des revenus, la formation des revenus. Puis après, une deuxième série de slides, où, au contraire, je prendrai un point de vue différent. Je partirai du point de vue microéconomique et je m'intéresserai aux stratégies de groupe, et j'essaierai de voir en quoi, effectivement, on constate que les stratégies des groupes ont bien été transformées à travers cette financiarisation de l'économie. Bon, donc, alors, les changements. Bon, alors, dans le capitalisme, ce qu'on appelle le capitalisme fordiste, donc de 1945 à 1974, d'une manière traditionnelle, le régime de croissance peut être résumé d'une manière extrêmement simple. Il est fondé sur la relation salariale. Et la relation salariale, elle a pour but d'établir un lien assez strictement défini entre, d'un côté, la progression du salaire réel et les anticipations que les entreprises font sur les gains de productivité. Voilà. Et donc on a un lien très précis qui se met en place entre l'offre et la demande, médiatisée par cette formation salariale, cette formation des salaires, sur la base qui est la négociation collective, qui joue un rôle absolument déterminant dans la régulation de ce système. Du coup, les problèmes d'ajustement de nature macroéconomique qui vont avoir lieu entre l'offre et la demande vont être réglés par des tensions qui vont jouer sur le partage de la valeur ajoutée par l'inflation, réglée par l'inflation, et d'autre part, cette inflation, elle va aussi avoir pour conséquence, de dévaloriser les dettes et donc de régler les éventuels problèmes de suraccumulation. Alors, lorsque l'on passe au deuxième stade qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc le capitalisme que je qualifie de néolibéral, les choses changent radicalement. Bon. Pourquoi ce qualificatif? J'appartiens à un courant de pensée qui relève plutôt de l'analyse, la théorie de la régulation et l'analyse post-keynésienne. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a eu beaucoup de mal à stabiliser ce qualificatif? Mais ce qualificatif s'impose plus ou moins entre nous parce qu'il conjugue 2 phénomènes absolument fondamentaux. Le premier, c'est celui de la libéralisation financière. Et le fait que la finance de marché va devenir dominante par rapport à la finance de banque et par rapport à la stratégie des entreprises. C'est un point important sur lequel je serai amené à revenir tout à l'heure. Et le deuxième phénomène qui est concomitant, c'est le fait de la mondialisation. Et la mondialisation qui prend des aspects nouveaux parce qu'elle conjugue à la fois le développement de l'investissement international et de l'autre aussi la montée de pays émergents. Et donc les conditions en fait de la concurrence vont fondamentalement se transformer. Alors, ce changement de contexte qui relève donc de décisions délibérément politiques qui ont modifié l'ouverture sur le marché mondial et modifié la circulation des capitaux, va transformer le régime de croissance parce que, au cœur de ce régime, maintenant, c'est le prix du capital
qui régule non pas la relation salariale, mais la formation du prix du capital, le prix du capital étant lui-même dépendant des cours boursiers. Voilà, c'est ça le point, le renversement majeur, de mon point de vue, qui est intervenu. Alors, cela va avoir une influence sur l'ensemble de l'économie, notamment sur la stratégie de l'entreprise, parce que la structure même des entreprises et la gouvernance des entreprises va se transformer avec la gouvernance de type shareholder. Du coup, bien entendu, les mécanismes d'ajustement entre l'offre et la demande, les mécanismes d'ajustement en cas de surproduction vont être tout autres. Tout le poids va peser sur maintenant l'emploi d'un côté et sur les salaires, et les gouvernements finalement ils ont comme mission de trouver un compromis entre d'un côté la libéralisation des marchés, qui est à l'origine de la mondialisation et de la financiarisation, et malgré tout maintenir une certaine protection sociale. Voilà. Alors, on entre dans le vif du sujet. Alors, pour moi ce slide, moi j'aime beaucoup ce slide, ce graphique. Pourquoi? Parce que d'un côté, donc en bleu, est représenté le taux de marge, c'est-à-dire la part des profits qui est appropriée par les propriétaires du capital dans le revenu global. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a un creux, il y a un trou dans les années 74-79, et puis après, on a une montée très importante à partir de 1985, jusqu'à en tout cas 2007, qui montre bien qu'effectivement quelque chose a changé dans le partage de la valeur ajoutée et dans le fonctionnement de l'économie, puisque le taux de marge s'est élevé de 3 points par rapport, non pas à ce creux qui est la période de crise et de transformation du régime d'accumulation, mais par rapport à la période antérieure, la période fordiste, où on a cet aplat autour donc de 28% de valeur ajoutée et qui monte après à 31-32% de valeur ajoutée. Voilà. Alors ça c'est le point de départ. C'est le point de départ. Il y a quelque chose qui a changé vraiment d'un point de vue macroéconomique dans la formation des revenus, et cette transformation est associée à une baisse du taux d'investissement, c'est-à-dire la part du revenu qui est consacrée à l'investissement. Cette baisse, on la voit, elle est relativement régulière, elle atteint son minimum au milieu des années 90, en 96, puis après elle remonte. Bon. Et donc, qu'est-ce que j'aime moi dans ce graphique? C'est le fait que on a, où est-ce qu'il est clair? Ah ben non, bon, c'est pas grave. C'est le fait qu'on a ce trou là, je me trompe. On a ce trou entre d'un côté le taux de marge en haut, la ligne bleue, et le taux d'investissement. Donc on a un problème de bouclage macroéconomique, c'est-à-dire quelle est la destination de ce profit qui n'est pas employé à l'investissement? Il y a 3 possibilités: les dépenses publiques, les exportations et la consommation de profit. Les exportations, les dépenses publiques, bon, tout le monde voit le tableau. Bon, c'est pas entièrement à l'ordre du jour. L'augmentation de la dépense publique, c'est pas vraiment ce qui peut se passer dans le contexte nouveau qui est le contexte actuel. Les exportations, oui, ça marche très bien pour l'Allemagne, mais pour la France, c'est quand même un sérieux souci. Reste donc un point fondamental: la consommation des profits qui ont été distribués dans les mains des titulaires des titres d'épargne et qui doit être consommé. Encore faut-il que la demande s'y adapte. Je voudrais maintenant enlever 3 idées fausses que j'appelle des paradoxes apparents. La première idée, c'est de penser que les conséquences essentielles de la financiarisation de l'économie, c'est l'envolée des dividendes. Bon. Dans le graphique que je vous ai présenté ici, je montre la répartition du profit qui est distribué aux titulaires de titres, les créanciers, c'est-à-dire les titulaires de dettes en foncé, et en clair, les dividendes, les titulaires des actions. Et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que finalement, il n'y a pas de véritable hausse des profits distribués entre 1964 et 1984. On a une hausse continue des intérêts versés, et ensuite, parallèlement, on a une diminution des dividendes.
Le changement intervient à partir de 1985, c'est-à-dire un moment où il va s'instaurer une substitution massive entre, d'un côté, les intérêts qui vont diminuer et la place qui va être prise par la distribution de dividendes. Bon. Donc en réalité, dans ce phénomène, qu'est-ce que l'on constate? On constate essentiellement un changement dans le rapport de force qui s'établit entre les actionnaires et les créanciers, et parallèlement à ce changement, on assiste à un bouleversement dans la gouvernance d'entreprise, dont je pense que notre ami Olivier parlera peut-être tout à l'heure, qui est celui donc de la transformation de la gouvernance de type stakeholder à une gouvernance de type shareholder. Alors, le deuxième paradoxe que je crois important, il est de montrer que, alors en rouge, vous avez toujours la distribution de dividendes. L'échelle a changé, donc effectivement, de profit. Dividendes, donc on voit bien que ça stagne, hein, c'est l'échelle de droite, autour de 10%. Bon. Et en haut, nous avons de nouveau en bleu le taux de marge, et en vert, on a la partie du profit qui n'est pas redistribuée aux titulaires de titres financiers et qui reste retenu à l'intérieur de l'entreprise comme moyen d'autofinancement de l'investissement. C'est la troisième partie du profit. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que cette capacité d'autofinancement de l'entreprise est étroitement liée au taux de marge, hein, entièrement corrélé au taux de marge. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on a les profits distribués qui, d'une certaine manière, stagnent, ou en tout cas sont de hausse relativement faible. Et de l'autre, au contraire, on a une hausse de la capacité d'autofinancement de l'investissement parallèle à la hausse du taux de marge des entreprises. Ben, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie tout simplement, est-ce que je suis sur le bon graphique? Non? Clac. Cela signifie qu'on assiste à une augmentation du taux d'autofinancement de l'investissement. Je voudrais insister sur cette première conclusion de type macroéconomique. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons toujours en orange? Le taux d'investissement, c'est-à-dire la part du revenu global qui est consacré à l'investissement, qui baisse de manière régulière. On n'est peut-être pas sur le bon graphique, Renaud. Excuse-moi. Oui. Je ne suis pas sur le bon graphique? Ah non, pardon. Voilà. Là, on a de l'orange. Oui, j'ai suivi. Donc, on retrouve cette ligne. Et puis, donc, en vert, en noir, parce en noir, on a la hausse dont je viens de parler du taux d'autofinancement, et quand je conjugue les deux courbes, qu'est-ce que je constate? Ben, je constate tout simplement une hausse du taux d'autofinancement de l'investissement. C'est bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un paradoxe. On passe d'une économie qui est dominée par les questions d'endettement, au départ, et à une économie qui va être dominée par la finance de marché. Eh bien, de manière paradoxale, les entreprises vont moins faire appel au marché. Les besoins en financement externe vont diminuer. Alors, est-ce que ça veut dire que les marchés financiers ne jouent aucun rôle? Ben, certainement pas. Certainement pas. On peut se demander, est-ce que les marchés financent? Ce n'est pas la principale fonction des marchés financiers de financer. Les marchés financiers ont trois fonctions essentielles. Évaluer de façon publique, c'est-à-dire que tout le monde puisse la connaître, la valeur des entreprises. Ça, c'est la fonction première qui, à mes yeux, est fondamentale. La deuxième, c'est la fonction de liquidité, c'est-à-dire rendre les titres liquides échangeables sur un marché secondaire. Troisième fonction, qu'on oublie, et d'ailleurs qui a été évoquée en réalité de manière indirecte ce matin, c'est ce que j'appelle le marché, organiser un marché de contrôle des entreprises, c'est-à-dire en fait un marché où les entreprises vont devenir elles-mêmes des acteurs de la finance par les opérations de fusion-acquisition. Et dans ces opérations de fusion-acquisition, donc de croissance externe, elles vont s'appuyer sur l'activité des banques en lien avec les marchés financiers. Et alors là, cela varie, notamment si je m'intéresse aux États-Unis, la quatrième fonction, la fonction de levée de fonds, c'est-à-dire de captation de l'épargne nouvelle, elle existe, mais elle est mineure en Europe continentale. Voilà.
Alors ça, c'est ma première partie sur le plan macroéconomique. Et naturellement, pour qu'il y ait un relais entre les phénomènes qui se placent au plan macroéconomique, avec le point de vue, avec le niveau microéconomique, il faut des relais. Bon. Et ces relais qui vont avoir une influence d'abord et avant tout, de mon point de vue, c'est forcément un point de vue que je défends, hein, c'est pas les démonstrations, c'est une conviction, hein, plus qu'une démonstration. Ces relais passent essentiellement par des nouvelles conditions dans la formation des revenus. Et les deux voies qui vont permettre cette influence, donc de la macroéconomie sur le comportement des entreprises et la répartition et la formation des revenus, c'est, on en a parlé ce matin, la distribution de stock options, très minoritaire, on l'a souligné, à différencier de l'épargne salariale, certes, mais qui vont jouer un rôle absolument fondamental parce que la direction d'entreprise, maintenant, va être elle-même associée à la performance financière des entreprises. Et donc, en réalité, à travers les stock options, c'est tout le système d'évaluation de la performance qui va changer. Hein. On a 4 registres traditionnels de la performance. La performance financière, d'accord ? La performance économique, hein, les coûts, et la qualité des produits. La performance commerciale, la capacité à vendre, à obtenir une rente. Hein. Et enfin, très important aussi, la performance organisationnelle. Bien, en réalité, à partir du moment où la performance financière vient au poste de commandement, et il va y avoir toute une série, toutes les autres analyses de la performance vont être dépendantes de la performance financière, et c'est à travers ce renversement qui est fait dans les critères de gestion et les critères d'évaluation de réussite des entreprises qu'effectivement vont se transmettre de nouvelles modalités de rémunération et qui va prendre la forme, on l'a bien décrit ce matin, de l'individualisation des rémunérations, une individuation qui est une individuation sous contrainte, c'est là où le relais de la macro est pris au niveau microéconomie, sous la contrainte d'objectifs, et j'aurais dû ajouter, ah mais j'ai rien mis, on voit rien, comme ça c'est peinard, et des performances. Ok. Voilà, première partie, 4 premiers slides. 4 nouveaux slides. Essayons de comprendre maintenant comment est-ce que la stratégie des entreprises a elle-même été transformée par la financiarisation. Alors là, je m'appuie sur des travaux qui sont assez originaux parce qu'il s'agit de prendre appui sur la comptabilité des grands groupes. Et cette étude porte sur donc un échantillon de 213 groupes français qui représentent 25%, dont la valeur ajoutée représente 25% du PIB intérieur. Donc on n'est pas négligeable. Alors là, on vous demande du courage, comme ce matin, peut-être avec un certain nombre de graphiques qui nous ont été présentés par notre ami Frédéric. Il faut effectivement comprendre qu'au cœur, en réalité, au cœur de la financiarisation, il y a ce que l'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier s'explique très facilement. Là, jusqu'à présent, quand on raisonne sur le prix du capital, finalement, le prix du capital, ça se définit très simplement. Hein, c'est le taux de profit moyen que les entreprises sont capables d'atteindre. Oui, mais le capital qui est immobilisé dans les entreprises est financé, et ceci dans tous les pays, et ceci sous tous les régimes de croissance, par 2 sources fondamentalement distinctes. D'un côté, les fonds propres, c'est-à-dire l'émission d'actions d'un côté, et puis l'accumulation des capacités d'autofinancement, hein, qui est ce qu'on appelle le report à nouveau dans le bilan, qui va constituer les fonds propres, et de l'autre côté, les intérêts qui sont les dettes, financement par les dettes. Et donc on a finalement 3 types d'actifs. Et à chacun de ces types d'actifs va être associé un taux de rendement particulier. Bon, du côté des actifs matériels mobilisés dans l'entreprise, donc à l'actif du bilan, c'est le taux de profit. Voilà, c'est ce qu'on mesure. On rapporte le profit à l'ensemble des actifs qui sont immobilisés. Si maintenant je me passe du côté du passif, c'est-à-dire si je me place du côté des moyens de financement, les taux de rémunération vont être fondamentalement différents, puisque les risques pris par les créanciers d'une part et les actionnaires de l'autre sont fondamentalement différents. Autrement dit, à partir du moment où il existe un écart de taux, c'est-à-dire à partir du moment où
Mettons que le taux de rendement moyen de l'investissement en France aujourd'hui, c'est pas très loin de ce qui se passe, mais c'est un exemple, est autour de à 10%. Admettons que le taux d'intérêt qui finance le capital immobilier des entreprises soit à 5%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la rentabilité financière va pouvoir être au-dessus, la rentabilité des fonds propres, la rentabilité des actionnaires va pouvoir se trouver au-dessus de 10%, le fameux ROE à 15%. Bon. Et ceci en fonction de quoi? En fonction du taux d'endettement, qui est le rapport entre les dettes et les fonds propres. Admettons que ça soit 50-50, effectivement, si c'est 50-50, moitié fonds propres, moitié endettement, si vous avez un taux d'intérêt à 5%, un effet de levier, un taux de rendement économique à 10%, quel est le rendement sur action? 15%. Voilà le fameux ROE. Le fameux ROE, il est fondé fondamentalement sur une différenciation des moyens de financement de l'investissement avec des taux de rendement qui ne sont pas identiques et qui permettent au rendement sur action de s'élever par rapport au rendement sur dette. Et on le voit dans le graphique que je vous ai proposé sous les yeux. Donc, en noir, nous avons le taux de rendement économique, c'est-à-dire le profit rapporté, le profit total de l'entreprise rapporté à son actif. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, on l'appelle le ROS, Return on Capital Engaged. On voit effectivement en noir une hausse tendancielle soutenue de la rentabilité économique à partir de 1996. Parallèlement, en orange, le taux d'intérêt, qu'est-ce qu'il fait? Il chute à partir entre 92 et 98. Puis après, il y a une espèce d'aplat. Vous voyez, il est à 4%. Oui, mon exemple de 5% est en deçà de ce qui se passe dans la réalité. Que fait le ROE? Il s'envole. Et cette financiarisation se traduit effectivement par un rendement sur action bien au-delà en moyenne, autour des 14%. Et ça peut aller jusqu'à 18%. Un constat, ces courbes sont éminemment variables. Bien sûr, il y a des problèmes d'échelle quand on présente des graphiques. Mais vous voyez qu'on voit bien qu'il y a un creux que l'on trouve, donc, ici, un premier creux. Pardon, excusez-moi. Je suis pas sûr que tu aies une flèche. Un premier creux, qui est la crise, donc, crise boursière des années 2001-2002, et après un creux beaucoup plus important en 2008-2009, qui est la situation actuelle. Et à mon grand étonnement, et on avait fait la même observation quand je travaillais au commissariat général du plan avec Olivier Passet, c'est la capacité de rebond des grands groupes. Je suis en train d'actualiser les chiffres, mais la tendance, le rebond que l'on voit ici est fondamental. Alors, l'effet de levier à deux composantes. L'écart de taux, on vient de le voir. Deuxième composante, le taux d'endettement. Le taux d'endettement, donc, il est en noir. Et vous voyez que ce taux d'endettement est parfaitement corrélé, moi j'ai même dit rivé, sur les cours boursiers. Autrement dit, toute la rentabilité, elle est gouvernée par les cours boursiers. Et ceci, naturellement, avec des fluctuations que nous connaissons très bien. Donc, avec la finance de marché, nous revenons au cycle des affaires, le cycle économique autour de 8-10 ans, qui est lui-même gouverné par le cycle financier. Voilà. Et donc, de mon point de vue, c'est moins la question du haut niveau, qui n'est pas si haut que ça, du taux du prix du capital, c'est-à-dire du taux de profit moyen, qui a effectivement augmenté, une tendance en tout cas à l'augmentation, tendance assez sûre, mais pas de l'ampleur dont certains le disent, non. En réalité, pour moi, le phénomène le plus important, c'est l'instabilité du système économique qui provient de l'instabilité de l'effet de levier. Et pour quelle raison
il y a cette instabilité et donc des taux de rendement. Pourquoi il y a cette instabilité? Eh bien, tout simplement parce que l'investissement va être gouverné par le cours boursier, qui lui-même est sujet à des surévaluations ou au contraire à des cracks. Alors voyons en quoi est-ce que tout ceci comment est-ce qu'on peut comprendre toujours au plan microéconomique les raisons de ces changements. Ben, vous voyez, alors j'ai mis en noir toujours la rentabilité économique. Bon, donc on voit bien, tout en bas, on voit bien que la rentabilité économique augmente tendanciellement avec notamment ce creux très important qui est le creux de 2009, la crise des surpareils. Au-dessus, en rouge, j'ai rapporté le stock de capital à la valeur ajoutée qui est créée. Vous voyez, c'est-à-dire, finalement, quelles sont les contraintes que les entreprises subissent par l'immobilisation du stock de capital dans leur bilan? Faible, stagnant, un aplat, une limande. C'est le trait rouge. Par contre, qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que l'on constate? C'est en vert, j'ai été obligé peut-être d'avoir changé de couleur, mais c'est le taux de marge des entreprises, ici mesuré au niveau microéconomique. Et qu'est-ce que l'on constate? Ben, on constate qu'effectivement, ce taux de marge s'envole, littéralement, avec les creux, naturellement, avec le caractère cyclique que j'ai souligné, mais qui s'envole et qui prend une dimension beaucoup plus importante que ce que nous avons pu constater au niveau macroéconomique tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien parce que, en réalité, la financiarisation des entreprises, la stratégie des entreprises est indissociable de la mondialisation. Je m'explique. Dans ce graphique, j'ai toujours mes mêmes firmes sur la même période, 1992-2011, et j'ai essayé de voir comment est-ce que les entreprises réalisaient leur chiffre d'affaires, et notamment réalisaient leur chiffre d'affaires au niveau international. Parce que si vous voulez, ce qui est très intéressant quand on fait de la microéconomie par opposition à la macroéconomie, c'est que l'aire géographique n'est plus la même. Là, quand on fait de la macroéconomie, c'est le territoire national qui nous intéresse. Quand on fait de la microéconomie, c'est l'aire d'activité des firmes, qui ont une dimension naturellement internationale, surtout quand on s'intéresse, comme je le fais, aux grands groupes cotés. Mais aussi, deuxième intérêt de faire de la microéconomie, c'est de bien comprendre que la stratégie de croissance des firmes, en réalité, a deux jambes. Stratégie de croissance interne, stratégie de croissance externe. Je l'ai souligné tout à l'heure en montrant quel était le rôle des marchés financiers comme marché de contrôle des entreprises elles-mêmes. Bon. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate de ce point de vue-là? Alors, donc, en noir, c'est le chiffre d'affaires réalisé en France. Bon, donc on voit, il monte un peu, puis après, hop, plat comme une limande. Plat comme une limande en valeur courante. En valeur courante. Bon, les prix n'augmentent pas beaucoup. Bon, donc, voilà, stagnation en réalité de l'activité sur le territoire national. Ensuite, l'Europe. L'Europe et notamment l'Europe au-dessus. Alors là, on voit qu'effectivement, notamment par la réunification de l'Allemagne, puis l'intégration des PECO, l'activité des firmes va se développer sur ce territoire. Bon. Ensuite, l'Amérique du Nord, et enfin le reste du monde. Et dans le reste du monde, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait les BRICS, les pays émergents. Bon. Effectivement, on voit bien que la croissance des groupes est tirée par l'investissement international, tirée d'abord par l'Europe, puis par les États-Unis, et maintenant, plus qu'encore, par les pays émergents. Bon. Et donc, bien entendu, pour réaliser cette croissance au niveau international, cette croissance, on l'a évoqué ce matin à plusieurs reprises, je crois, à travers ce qui a été dans la table ronde, à travers des opérations de fusion-acquisition, notamment des opérations de fusion-acquisition avec les Américains pour pouvoir atteindre d'autres zones géographiques. Voilà, une conclusion. Bon. La mondialisation, donc, agit par deux canaux. La mondialisation associée à la financiarisation, associée par deux canaux. Bon. Bien entendu,
Le premier canal, tout le monde le connaît parfaitement, hein, c'est celui de l'intensification de la concurrence sur les marchés des biens. Mais en réalité, derrière, il y a un canal qui, je crois, est plus important encore que celui-là. Ce canal, c'est celui d'une cassure entre, d'un côté, des grands groupes qui ont la capacité d'atteindre des niveaux de rentabilité élevés, notamment grâce à leur activité et leur dynamisme international, et puis les entreprises qui, elles, vont pâtir d'une activité relativement ralentie sur le territoire national. Ok, c'est ça le point hein, qu'il faut élucider. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette cassure qui intervient dans le système productif sur le territoire national que les deux mondes sont séparés. Pas du tout. Hein. En réalité, les grands groupes vont être les vecteurs d'introduction de nouvelles normes de rendement. Les normes de rendement qui sont en vigueur internationale. Et ces normes de rendement, on le sait, elles ont pour essentiel, hein, je n'ai pas dit suffisamment, mais pour effet essentiel, de créer une tension sur le partage de la valeur ajoutée, telle que, pour résoudre cette tension, la hiérarchie, l'intensité de la hiérarchie, pas l'intensité, l'échelle de la hiérarchie des revenus s'accroisse. C'est ça le point, pour moi, qui est le plus important de tous. Et par conséquent, effectivement, d'un côté, nous allons avoir une mise en cause de la capacité des économies nationales à déterminer la formation des revenus, mais de l'autre, l'extension de la hiérarchie des revenus va permettre aux entreprises qui font des biens qui produisent des biens destinés aux hauts revenus, de trouver des débouchés tels que ces débouchés permettent aussi d'absorber les profits distribués sous forme de dividendes et sous forme d'intérêts. Merci. Bravo. En même temps, nous avons déjà mangé le temps qui était imparti à cette séquence. Éventuellement, une ou deux questions, mains qui se lèveraient, soit réaction rapide, ce serait sympathique, ou question d'éclaircissement dans cette relation entre la financiarisation, la mondialisation, la constitution du profit économique, des taux de marge et de la rémunération du capital, qui donne, en gros, si j'ai bien suivi et si je le rassemble d'une manière comme ça très brutale, une tension sur la répartition des revenus au profit, en gros, des hauts revenus pour partie alimentés par la rémunération des actions, hein, les stock options, et qui donne quelque part une prime aux consommateurs riches et qui quelque part est l'espace de consommation de cette survaleur qui par ailleurs n'est même pas investie, hein, si j'ai bien compris. Voilà. D'où, alors c'est peut-être bon pour l'industrie du luxe français, mais on devine que dans le monde, à l'intérieur des grandes entreprises, les tensions ne sont pas de risque fort de durer. Une question au fond. Hop, le micro arrive. C'est à la fois pour la postérité et pour nos auditeurs lointains. Merci. Pas de souci. Je voulais savoir si ce phénomène-là, que vous décrivez fort bien, et qui a été aussi écrit dans un livre dernièrement, La fin de la mondialisation, sur les salaires, sur le rôle des cycles d'ouverture et de fermeture des économies, est-ce que ce raisonnement-là s'applique aussi à ce qui arrive, l'économie des services, l'Internet, la planète village en quelque sorte? Est-ce que ce schéma continue à se produire ou est-ce qu'on assiste à de nouveaux phénomènes? Merci. Une autre question tout de suite et Renaud répond aux deux et ensuite on laisse la place. Non? Allez, une main. Si, je reconnais Loubicou là-bas. Merci. Membre d'un grand groupe.
Bonjour, Louis Comionke Valcatel-Lucin. Je trouve que la manière dont vous avez présenté les choses, je trouve qu'un peu, comme on dit, c'est un peu idéalisé dans la mesure où il y a quand même aussi, me semble-t-il, la guerre quand même des prix. En fait, il y a les pays à bas coût de salaire, les pays, comment dire, considérés comme à haut coût de salaire, qui posent quand même des problèmes, qui créent aussi des tensions. Je trouve que vous n'avez pas tellement insisté là-dessus. Est-ce que c'est volontaire ou parce que vous considérez que c'est secondaire? Le motif de mondialisation et de croissance externe qui s'adosse à la recherche de systèmes de production à bas coût. Et donc, est-ce que le fait de cette mondialisation est un élément d'une tension sur les salaires en France ou, comme tu n'as pas beaucoup parlé, est-ce que c'est secondaire? Sur les deux questions, Renaud. Alors, vas-y. Sur la première question, ça marche? Oui, oui, ça marche. Sur la première question, j'ai supprimé un slide. Vous avez tout à fait raison. Donc nous sommes passés, en réalité, il y a eu un changement fondamental dans l'économie que je présente. On est passé d'une économie qui était dominée par l'industrie à une économie qui maintenant est dominée par les services. Alors, bien sûr, c'est très important. Ça marche avec. Ça marche avec. Pourquoi? Parce que d'abord, les services sont d'abord des services intégrés aux entreprises. Le développement des services correspond à une externalisation de toute une série de fonctions qui jusque-là étaient assurées à l'intérieur des entreprises. Et d'autre part, de plus en plus, les entreprises vendent ce qu'on appelle des solutions, c'est-à-dire en réalité des biens-services intégrés. Bon. Donc, ce qui me paraît très important, c'est pas l'économie de service, c'est comment l'économie de service est articulée à l'économie industrielle, et naturellement en prenant la place dominante. Et un des points qui permet de conforter ce que je viens de dire, c'est la place des services donc pour les entreprises B2B dans la balance commerciale, dans la balance des transactions courantes. Voilà, une réponse rapide à la première question. Alors, deuxième question. Alors, il faut le dire, il faut le redire, il y avait un professeur que j'adorais, qui s'appelait Charles Michelet, on a travaillé avec Olivier il y a de nombreuses années. C'est dans les début des années 70. L'investissement international n'a pas pour but de rechercher des économies de coûts en force de travail. Voilà. Il faut le répéter, il faut encore le répéter. Aujourd'hui, les délocalisations, quand je fais le part entre l'investissement dans les pays à bas coût, notamment donc à travers les délocalisations. Toutes les études disponibles actuellement montrent que cela représente autour de 10% de l'investissement international des firmes françaises, et on retrouve les mêmes chiffres à l'étranger. Ce n'est pas le facteur déterminant de l'internationalisation des firmes. Le facteur déterminant de l'internationalisation des firmes, c'est la demande. C'est la captation de profits à travers un élargissement du périmètre de l'entreprise et la substitution de l'activité des entreprises à l'étranger aux exportations pour accroître leur taux de marge. Voilà. Donc là, je le redis avec force. Alors naturellement, si en plus on peut faire des économies de coûts, c'est ce que font les Allemands, bien entendu. Les Allemands, on profite. On a abandonné l'Allemagne. On n'a pas fait de comparaison. Je ne vais rien dire. Je suis trop bavard. Mais on a abandonné la réunification. La France a abandonné la réunification en Allemagne en disant ça leur posera un problème, ce ne sera pas plus mal pour nous. Sauf que, qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Les Allemands, ils ont pris en charge l'intégration de 18 millions de personnes des pays de l'Est. Et en faisant cette intégration à un coût très élevé, qui a été payé par la classe ouvrière, par les travailleurs, par les salariés, de manière générale. C'est les vieux mots qui me viennent comme ça, là. Bon, dans l'enthousiasme. Bon, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils ont recomposé les chaînes de valeur au niveau de l'Europe, notamment en s'appuyant sur les PECO. Et donc, ils ont combiné l'investissement à l'international, l'exportation de produits à haute valeur ajoutée, à haute technologie, à effectivement un réaménagement de la chaîne de valeur en bénéficiant de bas coûts, notamment à travers la relation avec les PECO. Donc je ne dis pas que ce ne soit pas un facteur. Je dis simplement ce n'est pas le facteur explicatif premier dirigeant. On doit le comprendre comme un aspect complémentaire.
Voilà. Merci Renaud. Évidemment, ça mériterait plus. J'appelle à la tribune la deuxième table ronde. À toi. Merci Renaud.